coup, je suis architecte. Atelier du Ralliement, c'est une agence que j'ai montée il y a maintenant 4 ans. Ça commence à passer déjà un petit peu, mine de rien. Et c'est un atelier dans lequel on se pose pas mal de questions, mais notamment des questions sur le logement et l'habitat individuel. Alors aujourd'hui, effectivement, on se concentre sur l'habitat individuel, mais vous l'avez compris, le bois, on peut aussi l'utiliser dans d'autres types de projets. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous présenter 2 projets qui vont être assez complémentaires de ce que Paul vient de présenter jusque-là, puisqu'il s'agit de vous montrer des projets sur des situations existantes, avec des bâtis on pourrait dire, qui ont très peu de qualité, voire pas du tout. Alors qu'en réalité, il y a des choses à tirer de ça, et ça amène à un des premiers intérêts qu'on a, nous, à l'atelier, c'est finalement de prendre soin de l'existant et de ce qu'on peut en tirer. 2 projets, le premier qui est à Saint-Marc-de-Coutais, sur la gauche, et le deuxième qui est au Cellier. Je vais commencer par le premier. Juste avant, effectivement, j'ai mis une petite slide pour présenter les autres projets. Alors là, plutôt liés à l'habitat. Encore une fois, on a d'autres types de projets à l'atelier, mais ça fait partie de la production un peu, voilà, depuis les 4 ans d'existence. Celle réalisée, celle en cours et celle à venir. Les 2 projets qu'on sélectionne. Et c'est donc parti pour raconter celui-ci. Les Évadés, c'est un projet donc de réhabilitation, mais même de restructuration finalement, de surélévation d'une maison individuelle. C'est un projet, comme cette photo le montre, avec beaucoup de bois, de manière générale, à différents types d'endroits. On va prendre le temps d'étayer la position et le choix des types de bois qu'on utilise, notamment par leurs essences, mais aussi par leur classement, d'une certaine manière. Voilà, avoir du bois comme ça sur une toiture, une couverture, ça peut poser question de premier abord. Ça, c'est finalement l'existant. Vous voyez que l'existant, il est quand même... on n'est pas sur la maison normande de qualité, on est plutôt sur une ruine. On n'est pas loin de la ruine. On pouvait ne pas la qualifier en ruine, ça c'est important. Mais en tout cas, on n'est pas loin de la ruine. On se situe près du lac de Grandlieu et on est sur une ancienne maison individuelle qui était utilisée dans un corps de ferme par les fermiers. Sur cette partie-là, la première chose qui est importante en fait quand on intervient sur l'existant, c'est finalement d'identifier les pathologies de la construction, et là il y en a beaucoup. La pathologie première qui apparaît, alors c'est déjà une photo de chantier finalement, donc on avait déposé la couverture, mais il faut savoir que la couverture de base avait quand même un certain nombre de pathologies qui faisaient qu'elle nécessitait d'être reprise intégralement, que ce soit dans son revêtement ou dans sa structure. Ça commence déjà à donner une forme de guide au projet, de la manière dont on est intervenu. La deuxième chose, et ça par contre on les a conservés, ce sont les murs. Il y a différents types de murs, il y avait des murs en moellon, des murs un peu moins qualitatifs en parpaing, et ça va faire l'objet de différentes matérialités en fonction de la manière sur laquelle on intervient dessus. Cette coupe, elle montre le projet tel qu'il a été réalisé. Il y a plusieurs choses qu'on peut voir là-dessus, notamment que la surélévation elle vient se poser un petit peu comme un chapeau sur une structure maçonnée, sur laquelle on retrouve un certain nombre de différentes épaisseurs. Par exemple, les 2 murs de gauche qui sont ici et là, on est bien sur les épaisseurs de moellon, là où sur ce mur-ci, on est plutôt sur du parpaing. Le projet intègre un plancher supplémentaire, et le plancher supplémentaire, pour vraiment soulager les murs existants et ne pas les charger plus que de nécessaire, on a rapporté une structure neuve, existante, qui combine un petit peu différents types de construction. Tout à l'heure, Maxime montrait qu'on avait finalement d'un côté l'ossature bois, de l'autre côté le poteau-poutre et également le CLT. Vous ne verrez pas de CLT ce soir avec moi. Et là, par contre, on fait une combinaison du poteau, de la poutre et du mur ossature bois. Je vous ai mis une photo qui est un peu moins saillante que quand on est en construction bois, mais c'est juste pour rappeler qu'effectivement, le bois, pour pouvoir l'utiliser, notamment en structure, il nécessite d'avoir des supports qui sont de qualité. Et ces supports, les reprises qui sont nécessaires, ici ont été réalisées par branchage et ont permis de retrouver un niveau, finalement le point zéro de la surélévation, on pourrait dire, pas le point zéro du projet, mais sur lequel on vient poser cette forme de chapeau. Ici, je vous montre également un autre type de support, c'est tout simplement une longrine, un mur de fondation, sur lequel on est venu, si on reprend la coupe juste avant, poser le mur rideau qui se situe ici. Ça, cette emprise-là, c'est la seule emprise au sol que nous avons créée des 2 projets que je vais vous montrer. Et ça amène à une problématique que nous, on a dans notre travail, et ça rejoint finalement celle de Paul sur la question de l'artificialisation des sols. C'est finalement, c'est dur à dire, c'est finalement que aujourd'hui, cette construction-là, on aurait pu très bien dire qu'elle avait assez peu de qualité, tout recommencer. Elle est là, elle a une emprise au sol existante, elle est posée sur un sol qui a, entre guillemets, déjà perdu quelques qualités.
Et le fait de la réutiliser, le fait d'utiliser son emprise au sol, vient limiter l'artificialisation des sols d'une maison qu'on aurait faite ailleurs, en supplément avec les surfaces qu'on existe. Là, ici, on a bien donc ce support qui va être utilisé pour faire un jardin d'hiver. Ça fait 15 mètres carrés et c'est l'emprise au sol que l'on crée dans le cadre de ce projet. Puisque tout le reste va reposer sur les structures existantes. Toujours une photo de chantier. Alors, ce chantier-là, on l'a entre guillemets monté in situ, c'est-à-dire que l'ensemble des pièces de bois sont arrivées à la main. Et il n'y a pas eu ce qu'on appelle de levage, ce qui nous permettra de comparer avec le projet d'après. L'ensemble des pièces ont été montées par les artisans directement sur place, entre guillemets à la main. Ce qui me permet de ramener à une question et un intérêt par rapport au bois, c'est quand même la question de la manutention. Le bois, il a un intérêt quand il est bien conçu, bien anticipé, à être manuportable et utilisable sur site, sous certaines évidemment limites. Au-delà de ces limites-là, on va avoir tendance à utiliser des outils de levage et ça nous permettra de faire la transition avec le projet d'après. Donc ici, il y a un truc qui s'est passé qui était un peu drôle à ce moment-là du chantier, c'est que la forme qui vous a déjà peut-être intrigué, là on commence à la voir à travers ces murs de refend qui dessinent, certains les appelaient les montagnes, au milieu de ces forêts-là. Effectivement, on est à côté du lac de Grandlieu, donc ça n'avait pas grand-chose à voir. Mais voilà, il y avait ce moment un peu étonnant dans le paysage de ces formes-là. Je vais revenir dans le projet sur qu'est-ce que ces espaces abritent, évidemment, dans le cadre de l'habitat. Un petit peu plus loin dans le chantier, environ 2 semaines après, on commence à voir la volumétrie de ces 2 gros espaces habités. Alors nous, dans le cadre du projet, on les a appelés des observatoires. Encore une fois, on est près du lac de Grandlieu. Il y avait une petite référence au cadre ornithologique de ce lieu. Et voilà, on commence à voir ces 2 espaces à cet endroit-là. Depuis l'intérieur, à peu près au même moment du chantier, on peut voir justement les 2 types de structures que je vous ai évoquées précédemment. D'un côté, un poteau-poutre qui a été rajouté pour venir tenir le plancher futur du R+1. Et puis au-dessus, une ossature bois avec ses murs de refend principaux, intermédiaires et la charpente qui va avec. Tous les creux de l'ossature vont évidemment recevoir l'isolation principale qu'on a réalisée sur ce projet en laine de chanvre. La même photo un peu plus tard, avec du coup une volonté assumée de tenir la structure dans le projet. Alors c'est vrai que ça, le bois, en fait, il a une qualité, il a une élégance dans sa structure. Et le fait de pouvoir l'assumer dans le cadre d'une réalisation, c'est quelque chose que nous, en tout cas à l'atelier, on n'hésite pas à utiliser, voire un peu à détourner, puisqu'on a assumément utilisé des pièces un peu particulières pour faire les solives. Il y a quand même des assez grandes portées. Et ça, par exemple, ce sont des pièces reconstituées avec une forme de I, un peu inspiré finalement des i métalliques, qui ont été laissés apparents pour constituer ce plancher intermédiaire. Je vous remettais également une photo qui n'est pas très loin de l'escalier, qui est ici, pour faire une transition sur la complémentarité entre le bois et d'autres matériaux. Ça a été évoqué avec Maxime juste avant. Aujourd'hui, là, on peut voir justement cette fameuse ligne point zéro qui est ici, la différenciation entre 2 matériaux, un doublage bois en peuplier et en dessous un correcteur thermique en béton de chanvre. Effectivement, à cet endroit-là, on est sur les murs en pierre, et des murs en pierre qui sont quand même déjà bien épais, et l'intérêt d'aller faire un correcteur thermique plutôt qu'une isolation classique présente des intérêts d'un point de vue hygrométrique notamment, mais aussi confort, qualité d'usage, qualité d'ambiance. Je fais juste une toute petite parenthèse sur le béton de chanvre, mais c'est quand même un moment qui est assez intéressant puisque c'est quelque chose qui a été réalisé en chantier participatif, en autoconstruction, et c'est aussi une des qualités de ce matériau qui vient en complémentarité du bois. On a également un projet en ce moment qui a été réalisé avec un terre-chanvre, pour le coup pas en participatif, mais qui va également dialoguer avec le bois dans cet habitat. Vous l'aurez peut-être compris, effectivement, toutes les parties qui ont été créées, tous les murs, toutes les parois opaques qui ont été créées, ont été intégralement doublées en bois. Ce qui fait qu'effectivement, dans notre complexe, ce qu'on appelle le complexe de murs et le complexe de toiture, entre le pare-pluie qui sert à faire l'étanchéité d'une construction et le doublage bois, on est quasiment intégralement en bois, puisqu'on l'a en structure en doublage. Et on doit avoir un complément d'isolant, c'est ça ici sur ce projet, qui est également en laine de bois pour amener un peu d'inertie. Cette photo-là, on l'aime bien parce qu'elle commence à introduire un des principes architecturaux qu'on a mis en place dans le projet, à savoir la notion d'observatoire. Ça, c'est le premier, c'est celui qui accueille une chambre supplémentaire. Et vous voyez qu'un ensemble de Velux savamment agencés permet d'avoir un cadrage vers la prairie en ayant des éléments qui sont relativement bas.
Je vous remets le plan ici pour vous indiquer qu'effectivement, cette surélévation elle se divise entre guillemets en 3 parties. On a une partie comble ici, un grenier qui permet de stocker un certain nombre de choses. Une double hauteur ici sur laquelle on retrouve l'escalier que vous pouviez voir. À droite du plan, la partie atelier, c'est celle où on a les plus grands Velux. Et au milieu finalement du plan, cela correspond à la photo qui est ici, qu'on retrouve à cet endroit-là. 2 types de cadrage pour former ces observatoires habités. Un vers la prairie et l'autre vers le ciel. Vers l'extérieur, cela donne donc une insertion paysagère assez étonnante, que nous on apprécie particulièrement dans sa volumétrie, dans ce qu'elle apporte à ce très grand jardin dans lequel elle s'insère. Et puis en dessous, vous pouvez retrouver ce mur rideau qui sert de structure à la partie du plancher que l'on a recréé, mais également à une certaine partie de la construction à cet endroit-là. Alors on rentre un peu dans la question du bois en toiture. Dans ce cas de figure-là, vous voyez, je vous ai mis à gauche la photo telle que c'était avant la pose de ce qu'on appelle une surtoiture. L'étanchéité sur ce projet-là, elle est réalisée grâce à un bac acier qui est en dessous. Pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour des raisons économiques. Effectivement, on saurait faire aujourd'hui des toitures en bois. C'est très complexe, ça peut être assez coûteux, mais c'est faisable. Là, ici, pour des partis pris économiques, et de manière générale, c'est un projet qui va très à l'économie. L'intérêt a été de venir mettre un bac d'abord, une contre-ossature, et de venir doubler avec une surtoiture bois. Mais un peu conscient du fait que l'usage du bois à cet endroit-là nous pose un petit peu question. La surtoiture, on peut se dire que c'est pas mal de bois consommé qui a un intérêt peut-être un peu limité. Alors premièrement, non, en fait, c'est un intérêt sur le confort d'été notamment. Sur cette construction-là, c'était très important d'avoir un confort d'été de qualité. Et cette surtoiture-là y contribue puisque le rayonnement solaire tape bien sur un bois et pas sur une couverture classique. Évidemment, cette surtoiture est ventilée. Et puis, l'autre facteur sur cette partie-ci, c'est bien de pouvoir avoir une écriture architecturale avec ces lignes qui se distinguent de manière évidente dans le paysage. Ces lames de terrasse-là, comme je vous disais, on se pose un peu la question de leur origine. Et on a été chercher en fait un matériau qui n'est pas forcément adapté à ça. Et en même temps si, puisque ce sont des lames de terrasse, donc des lames de terrasse qui ont un classement particulier, un classement 4, et qui sont faites pour être posées au sol et recevoir des eaux pluviales. Le fait est que les lames qu'on a utilisées ici, ce sont des lames dites déclassées, donc qui ont perdu pour des raisons ou d'autres leur classement. Ça peut être un impact, ça peut être un défaut sur un autoclave, ça peut être un trou, ça peut être un nœud percé. Et toutes ces lames-là, en fait, nous, dans le cadre d'une surtoiture, puisque l'étanchéité est faite par en dessous, la question finalement de leur aspect, de leur pérennité, en tout cas en tant qu'élément étanche, n'est pas si importante que ça. Et du coup, tout ce qu'on cherchait avec ce revêtement-là, c'était apporter du confort d'été, et cette qualité-là est possible. Donc ce sont des lames de terrasse qui ont été, on appelle ça détournées de la benne. Je précise ça parce qu'effectivement, des fois, on a tendance à dire réemployer. C'est pas tout à fait réemployé, elles n'ont jamais eu d'emploi. Par contre, elles ont bien été détournées de la benne, puisque si, entre guillemets, on ne les avait pas utilisées là, peut-être que d'autres les auraient utilisées, mais en tout cas, elles trouvent une vie là où leur usage primaire ne l'aurait pas permis. Toujours pour rester sur le confort d'été, il y a un principe également de débord de toit qui permet à ce jardin d'hiver ici, qui en été évidemment est un petit peu ouvert à la surchauffe, mais encore une fois, ce n'est pas un espace chauffé. On accepte aussi que dans les projets, il y ait des espaces qui soient plus ou moins intéressants selon le climat et la saison dans laquelle on est. On n'est pas forcément obligé d'avoir un habitat qui soit à la même température dans toutes les pièces, à toutes les saisons. Et voilà ce que ça génère dans le paysage lointain, avec du coup une insertion qui ne domine quand on est finalement assez proche de la maison, mais qui sait par rapport à la cime des arbres s'écraser un petit peu et donner à ce jardin une qualité assez importante. Pour ceux qui se posaient la question, effectivement, ça c'est une photo qui a été prise 7 mois plus tard et sur laquelle on commence à voir déjà un premier grisement de ce bois-là. Il est relativement homogène puisqu'en fait il est très exposé aux intempéries et aux UV de manière assez similaire partout. Et donc ce grisement il est assez intéressant, on le trouve même en fait plus intéressant maintenant que quand il était posé à son état zéro.
Ça, c'était le premier projet. Je vous présente le deuxième, Tout Cabanet. Alors, c'est une référence au Tout de Loire, sur lesquels, en fait, on est venu, vous savez, ces barges plates qu'on retrouve sur la Loire, et notamment au Cellier. Certaines ont donc du coup cette petite cabane qui vient se poser dessus. Et là, finalement, le principe qu'on a mis en place pour ce projet, il est également même. Alors, c'est un projet qu'on a réalisé en collaboration, et pour nous d'ailleurs, avec Clémence Manson. Donc, c'est un projet à 4 mains. Et en fait, c'est un projet même à plus de mains que ça, puisque Simon Julien de Tiers Habitat, qui interviendra juste après, a été le charpentier de ce projet. Il faut un architecte, il faut une maîtrise d'ouvrage, il faut un charpentier, il faut aussi un bureau d'études. Et du coup, on a eu le bureau d'études VSB, Maxime Vivier, qui nous a accompagnés sur ce projet. Et vous allez voir que, je vous montre celui-ci parce que la collaboration entre tous ces acteurs est très importante pour parvenir à ce projet. L'état initial, aujourd'hui plutôt hier maintenant, c'était cette maison avec une verrière qui n'était pas en très bon état, à savoir qu'elle a été déposée pour être utilisée en serre dans une ville voisine. Et puis donc cette maison, pareil, également en termes de pathologie, assez peu de qualité, à quelques fuites, mais un droit à construire. Elle est là, elle permet de faire quelque chose, et elle pose question notamment d'un point de vue structurel, puisque tous ces murs, en tout cas en partie, étaient relativement solides, mais avec des fondations un peu limites, puisqu'on est posé sur à la fois de la terre et de la roche. Je n'ai pas mis de photo de chantier pour le moment, je vous mets l'état un peu final sur cet endroit-là, en complémentarité avec la coupe, pour vous montrer qu'on est passé d'un projet de plein pied à un projet à 3 niveaux, en sachant que, encore une fois, en comparaison avec le projet d'avant, l'idée est de ne pas créer d'emprise de sol, d'exploiter celle qui existe aujourd'hui, et donc de parvenir à quelque chose qui est, en termes d'artificialisation, je ne vais pas y arriver, sur un critère zéro, et donc qui permet de exploiter un existant tel qu'il est aujourd'hui. Je vous mets une photo un peu au loin parce qu'effectivement, la matérialité du projet a été conduite par le positionnement de ce projet dans son paysage. On voit qu'effectivement, on est dans un coteau un peu particulier des coteaux de Loire, avec des maisons qui sont situées un peu plus haut, dont on a considéré finalement que les toitures avaient un rapport au ciel très présent, là où le nôtre était finalement un peu plus bas, un peu plus encaissé, et donc avec un rapport à la végétation et à la roche beaucoup plus prégnant. Si je vous dis ça, c'est qu'effectivement, il y a un deuxième enjeu à faire par rapport à cette photo, vous le voyez peut-être, c'est qu'on est situé sur un parking de gare à cet endroit-là, et la vue sur un parking, c'est pas génial. Donc, 2 enjeux, se reconnecter au coteau, non seulement du point de vue environnement lointain, mais également depuis l'environnement proche, depuis l'espace habité, afin de profiter de toutes les vues naturelles que ce site a à proposer. On est intervenu avec une logique de strates. Je laisse encore cette coupe-là à droite pour pouvoir vous montrer qu'il y a différents types de strates. Une première strate qu'on a appelée la strate des mousses. C'est celle qui finalement, à travers des ouvertures qu'on a créées dans le mur existant, c'est des cadrages qui sont assumément ouverts vers des morceaux de roche, des morceaux de mousse, qui créent une ambiance et une atmosphère un peu plus sombre et feutrée finalement, et qui ont une qualité thermique qui est qu'on a isolé par l'extérieur ce morceau de construction, encore une fois existante, et cette isolation par l'extérieur, en mettant les murs à l'intérieur, génère une inertie qui est très intéressante à différents types de saisons, que ce soit en hiver pour sa rétribution de chaleur, ou en été à l'inverse pour la fraîcheur. Vous retrouvez un peu un système constructif qu'on a déjà évoqué, le poteau-poutre à cet endroit-là. Alors, le poteau est caché par la porte ici, mais vous avez bien la poutre qui est là. Et donc un système après de plancher solide plus mur ossature bois qui va être posé au-dessus. Au-dessus, donc, la strate des houppiers, celle qui... donc là, on est déjà dans la surélévation, on est dans le volume 9. Et donc, on cadre volontairement vers les arbres très proches. Donc là, en l'occurrence, un cèdre. Puis de l'autre côté, on a également, on va y revenir, un autre type de paysage qui est dans l'environnement proche. Et cette strate-là, elle a vraiment un intérêt puisque c'est ici que toute la pièce de vie va se faire. Et puis dans le troisième niveau, la strate des cimes, celle qui cadre vraiment vers le paysage lointain et sur laquelle on prend en compte le positionnement du coteau, la hauteur du coteau, et donc la végétation lointaine qui se situe là. La strate intermédiaire, donc, qui présente en fait un espace très ouvert. Et je vous ai rajouté compact en légende parce qu'effectivement, je ne vous ai pas dit, mais l'emprise au sol qu'on a conservée et sur laquelle on s'élève, c'est 28 mètres carrés habitables. Alors 28 mètres carrés habitables, c'est pas énorme. Et pour autant, on arrive à générer un habitat qui est très intéressant puisqu'on l'a séquencé en 3 plateaux avec différents usages selon ces plateaux. Une autre photo de l'état réalisé,
qui permet aussi d'introduire la circulation verticale, qui est très importante dans ce projet sur laquelle je vais revenir. Mais au fond, on peut voir qu'on a un petit goût quand même pour les grandes ouvertures, que ce soit dans le projet précédent ou dans celui-ci. Et donc on retrouve à cet endroit-là un coulissant Cadvento qui nous permet d'avoir comme un espèce de grand tableau sur le paysage proche, et donc en l'occurrence la roche qui se situe derrière. On retrouve un peu ce principe-là sur cette photo. Le fait d'habiter dans le bois, mais aussi avec la nature, il y a un bien-être non négligeable qui se dégage de cet espace-ci. C'est toujours le même ensemble. À cet endroit-là, je parle des échelles de proximité parce qu'effectivement, la même baie donne à ouvrir sur le paysage lointain, mais également sur le paysage proche, tel qu'on peut le voir sur la droite. Un autre angle vu depuis le parking, on peut voir du coup qu'on a plutôt réussi le fait de ne pas s'ouvrir sur le parking. On ne le sent plus du tout depuis l'habitat et les orientations des grandes ouvertures qu'on a proposées fait en sorte de ne pas regarder vers cet élément urbain qui n'est pas très intéressant. En revanche, comme on le montre sur les plans de droite, les trois strates sont bien lisibles en plan et elles sont assez petites. Et dans leurs usages, elles sont assez claires. C'est-à-dire qu'en rez-de-chaussée, les réseaux de la maison existante ont été conservés ou déplacés et ont été réutilisés pour implanter la cuisine en bas à droite et les pièces d'eau, WC et salle d'eau au-dessus. Le R+1, donc le deuxième plan en partant du bas, on retrouve pour le coup un grand plateau ouvert, celui qu'on a vu précédemment, avec la circulation verticale au milieu, et puis une pièce de vie séquencée avec d'un côté un séjour et de l'autre côté plutôt salle à manger. Et puis à l'étage, en ayant positionné la trémie et l'escalier au milieu, on retrouve une capacité à faire 2 chambres dans cet espace-là, séquencé et lisible du coup avec 2 Velux par espace. Vous voyez qu'on en a 6 sur la photo, 2 pour une chambre, 2 pour la circulation centrale qui permet d'amener de la lumière zénitale dans l'espace du R+1, et puis 2 pour la seconde chambre. Alors je reviens un peu sur cet escalier parce qu'en fait il représente beaucoup de choses. J'ai cité le bureau d'études et le charpentier, j'ai pas cité les menuisiers qui ont fait ça, menuisiers architectes. Il s'agit du collectif Saga. Donc ça c'est un travail très collectif. Vous avez bien compris, tout l'enjeu de ce projet c'est de faire en sorte que la circulation verticale elle soit bien faite et bien gérée, parce que si on la foire entre guillemets, le projet n'a pas vraiment la même qualité. Il y a 2 enjeux en fait autour de cet escalier. D'une part qu'on puisse monter, ça c'est ce qu'on lui demande, et puis la deuxième chose c'est qu'il puisse, alors pas l'escalier en tant que tel, mais sa forme, contreventer. En fait c'est bien beau entre guillemets de vouloir générer des très grandes ouvertures comme cela dans la largeur de la construction, mais ça pose un problème de contreventement. Et d'ailleurs le bois, on pourrait y revenir, mais la question du contreventement est une question fondamentale dans le bois, là où certains matériaux entre guillemets ça se règle un peu par soi-même, je pense notamment au béton. Donc le contreventement, en fait, il est géré par la structure en K que vous voyez ici. Et le dessin, on aurait pu le faire de plein de manières, mais le dessin de ce cas a été guidé par la montée et la gestion des marches contre marches sur l'ensemble du projet. Ce qui fait qu'on a une dualité qui est assez intéressante et du coup assez efficace entre la structure d'un côté et l'usage qu'on retrouve de l'autre. Donc en coupe, je vous ai mis cette coupe-là, mais c'était effectivement pour expliquer qu'on a des grandes ouvertures ici et là, qui font qu'on est dans la nécessité de gérer cette problématique de contreventement. Le cas à l'état du chantier. Et puis, ça nous permet également de faire une toute petite transition, un tout petit parallèle sur les assemblages. On a dit effectivement que le bois, il ne savait pas tout à fait être autonome aujourd'hui dans la construction. Il est un peu dépendant d'autres matériaux et notamment des fois il est un petit peu dépendant du métal. Pour ici avoir un assemblage qui soit propre au niveau de ce cas et pas avoir de pièces métalliques, c'est un choix architectural, on aurait pu l'assumer. En l'occurrence, on a plutôt préféré faire en sorte qu'on n'ait que de la partie bois apparente au maximum et que seules certaines petites pièces d'assemblage soient visibles. Eh bien, on a fonctionné avec ce qu'on appelle des ferrures métalliques qui sont insérées dans l'âme de la pièce du bois et qui fait la jonction. Vous savez, donc par exemple, ici, on a une seule et même pièce pour tout cet ensemble-là qui a la fonction de liaisonner tous ces ensembles-là et de contribuer à la rigidité du projet. Il y a d'autres types d'assemblages qui sont dépendants du métal, avec le bois, on aborde celui-ci. Je mets cette photo également parce que déjà, elle me fait un peu rire. C'est le jour du levage où on avait finalement cette structure en K qui était suspendue à des câbles de grue et qui lévitait comme ça dans le paysage. C'était un moment assez magique. Et cette structure-là, elle est arrivée
Tout à l'heure, on parlait de l'importance des supports. Bon, ben là, c'était un peu un carnage, je reconnais. Mais effectivement, on voit qu'on a des supports ici qui n'attendent que la partie contreventante, sur laquelle on avait des plots qui sont ancrés assez profondément. Et avec un travail de collaboration assez fin avec l'entreprise de charpente, ils ont implanté très précisément des platines métalliques avec des tiges filetées qui sont venues recevoir les autres platines qu'on voit suspendues au cas. C'est une transition pour parler du levage. Et là, de plus en plus, je vais passer la main à Simon au fur et à mesure. C'est que le levage, là, je vous mets un truc un peu impressionnant, c'est que tout ça, ça a été fait en une journée. Et ça, c'est vraiment grâce à un grand travail de préparation de tous, mais surtout de l'entreprise Thierry Habitat. Il est 8h53 quand je prends cette photo-là, et il est 17h11 quand je prends celle-ci. Tout ça, ça a été fait en une journée, et ça revient à la question de l'intérêt en fait, du bois, aussi sur de la rénovation assez lourde comme celle-ci. C'est que selon la manière dont laquelle on intervient, eh ben, ça permet de faire des interventions avec peu de nuisances et rapides dans le temps du chantier. Voilà, à l'issue de la phase de levage. Et puis, je vous remets un peu cette ouverture qui raconte un peu pas mal d'interactions du projet. Je vais laisser la parole à Simon, qui va pouvoir compléter tout ce que je viens de dire sur la question du levage, mais avec son regard technique de charpentier. Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de parler du levage, je vais juste faire une petite présentation de Thierry Habitat, qui on est, pourquoi on existe. Nous sommes une entreprise de charpente et construction bois, dans le nord-est de Nantes, à Couffé exactement. Nous sommes spécialisés dans l'isolation écologique, la menuiserie extérieure, en neuf et en rénovation. On aime particulièrement les dossiers de rénovation énergétique performante, dont le projet de François fait partie. Donc quelques exemples de ce qu'on a pu faire. On parlait de mixité de matériaux sur des maisons Saturbois. Donc une maison Saturbois assez classique, petite, compacte, très économe en énergie. L'autre également, mais avec des mixités de matériaux qu'on peut voir. Dans deux autres chantiers nantais, extension sur élévation, donc c'est quand même une grande partie de notre travail. On intervient beaucoup sur Nantes. Effectivement, Nantes s'élève un peu vers le haut, donc on y participe et le bois est assez facile à utiliser dans ces cas-là. On réalise aussi, on a réalisé des constructions en paille. Donc ça, c'est dont un bâtiment public en Bretagne, en bas que vous voyez. C'est le premier bâtiment public de Bretagne qui a été réalisé en 2012, juste à la sortie des règles professionnelles. 2-3 projets, donc on a, pour vous expliquer un peu, pour balayer un peu toute la perspective, toutes les compétences de Thierry Habitat, on est sur la reprise de charpente en sous-œuvre aussi, en changement des fermes et des pannes sans enlever la couverture ni les chevrons, sur la première photo. Un bâtiment un peu plus connu qui n'est plus, d'où aussi l'utilisation du bois, c'est son aspect démontable. C'était le bâtiment qui était sur le site de transfert, qui est du coup du côté de Rouen maintenant. Voilà, il a été déménagé jusqu'à Rouen. D'autres éléments, donc quand je parlais de rénovation énergétique performante, sur l'isolation thermique extérieure et le remplacement de menuiserie, sur les deux photos suivantes, et quelques aménagements intérieurs-extérieurs qu'on a pu réaliser. Voilà. Nous participons aussi sur ces typologies de chantier, par exemple sur les bardages, sur les ITE. On fait appel à des structures d'insertion par l'activité économique. Et c'est là où je vais faire un tout petit parallèle au réseau Ecobat, dont Thierry Habitat a fait partie de sa fondation il y a 13 ans maintenant. Ça regroupe tout ce qui est fabricant, architecte, structure d'insertion. C'est là pour promouvoir les constructions solidaires. Voilà. Donc on est répartis en quelques groupes locaux avec des thématiques sur l'écologie et par le travail des structures d'insertion, les accompagner et les amener vers nos chantiers. Pour revenir à notre projet commun, la conception, elle commence
pour ma part, dès l'élaboration du devis. Et quand on ouvre la petite liasse de plans, on s'aperçoit qu'on a effectivement, comme tu le disais François, 2 pignons non vitrés. On aime bien un peu nos standards, on aime bien que nos descentes de charge soient les unes sur les autres, avec voilà, des murs un peu opaques pour reprendre justement le contreventement. On n'a pas du tout ça. On s'aperçoit aussi qu'on a un rez-de-chaussée qui est non porteur, un existant qui est non porteur. Voilà. Donc du coup, heureusement que VSB était présent pour nous aiguiller dans nos choix et dans la structure à y apporter. Pour nous, bon, voilà, le devis est fait. L'étape de conception, ensuite, elle s'opère sur le relevé des maçonneries, que l'on compare avec les plans architecturaux qu'on aperçoit en rouge sur la photo en haut à gauche. Il s'avère que sur nos relevés à nous, on avait agrandi un peu la maison par rapport aux plans initiaux. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Ça peut arriver malheureusement dans l'autre sens. Et du coup, on construit petit à petit toute la maison via notre logiciel 3D qui nous permet ensuite vous allez voir ensuite, de nous faire un peu notre maquette IKEA pour nous, quoi, créée par nous et pour nous, quoi. Du coup, on peut insérer aussi toutes les menuiseries, tous les profils de menuiserie pour anticiper tous les détails, que ce soit tous les pliages nécessaires à réaliser le chantier. Ce qui nous permet ensuite, une fois que le levage est réalisé, d'aller très vite et de continuer sans avoir d'attente. Et on aperçoit notre colonne vertébrale, mais on l'apercevra encore mieux ici. Donc ça, voilà, ça c'est la partie structure de la maison, c'est vraiment ce qui tient la maison, hein, on pourrait être tout à fait honnête. Et sur l'image de droite, vous avez toute la partie assemblage métallique, effectivement, où tous les efforts transitent par ces pièces métalliques et qui sont à la fois invisibles. Donc, comme je vous disais, on se fabrique nos plans à nous pour qu'on puisse ensuite les fabriquer. Donc ça, c'est par exemple un des poteaux du cas où on a tous les usinages à réaliser et tous les détails liés aussi à la conception. Et voilà, dans nos ateliers, donc une fois qu'on a fini la conception aussi, enfin, j'en ai pas parlé, mais on a beaucoup d'allers-retours entre le bureau d'études structure, l'architecte, sur les choix, sur est-ce qu'on peut ou pas réduire l'anthrax du solivage, ou est-ce qu'on peut, ah non, on peut pas, donc ok, on fera avec, voilà. Mais voilà, après c'est juste un jeu d'aller-retour, entre nous. Et on essaye de trouver des solutions parce que forcément d'un côté ça nous arrangeait et quand bien même. Et donc on arrive dans notre atelier en train de débiter nos morceaux de bois et construire nos murs ossature bois. Et la conception s'arrête pas juste voilà. Il faut qu'elles soient anticipées jusqu'au chargement du camion parce que c'est un peu un jeu de Tetris et c'est pas si simple à réaliser. Il faut qu'on rase un gabarit routier, il faut que le transporteur accepte notre chargement. Donc tout ça c'est maquettisé aussi. Je voulais juste vous parler d'un autre projet qui est assez semblable, mais qui a d'autres technicités. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Donc là, on est sur Nantes, on est à Chantenay. Donc on a l'état avant et le projet, en tout cas ce qui est souhaité. Donc on est assez contraint, on a des lignes électriques partout, une surface assez importante et surtout un relevé maçonnerie qui est bien plus complexe. Donc là, jusqu'au jour du levage, on a quand même on a eu la pression, voilà, pour être tout à fait honnête, de savoir si ça allait passer ou pas. Parce que c'est quand même pas simple à relever sur deux niveaux différents. Et sur ce projet-là, on a isolé les murs à l'atelier et on a réalisé l'étanchéité à l'air et on a posé les menuiseries. Pourquoi poser les menuiseries? Je vais vous le montrer juste après. C'est parce qu'on avait une énorme menuiserie. Hop là, ça c'est là. Vous parlez aussi qu'on préfabrique, c'est tous les caissons de charpente.
Et on avait une problématique, c'est qu'on devait aller échafauder la toiture du voisin. Et en fait, on a pris le parti de se dire pourquoi on ne barderait pas notre opinion à l'atelier directement. Et franchement, je pense qu'on a gagné énormément de temps à faire ça. Et du coup, on est venu poser le mur déjà bardé, déjà fini, sans intervention ultérieure. Donc ça, c'est pour vous montrer effectivement la complexité de ce levage avec un joli pylône électrique et dans les 4 directions. Donc on a une obligation de résultat, non pas de moyens. Donc voilà, à nous de choisir ensuite derrière ce qui est adéquat pour réaliser le chantier. Et donc je voulais vous parler, en fait, on a posé les menuiseries dans les ossatures parce qu'on avait sur la photo de droite, on la voit au premier étage, une photo qui pesait plus de 300 kg à lever, à monter à l'étage. Et on s'est dit, ce serait... Alors c'est la première fois qu'on le faisait, ça s'est très bien passé. Pourquoi on n'utiliserait pas la grue, en fait, le jour du levage? Et tout est parti de là et c'était une belle réussite. Et du coup, la photo de gauche, c'est pour vous montrer le matin, on avait quand même fait les planchers qu'on avait étayés pour recevoir tous les murs. Et le soir, tout était levé, donc caissons, murs, et charpentes étaient levées, quoi. Et je vous parlais de l'angoisse qu'on a eue sur le deuxième projet. Et ça, c'est une photo qui a été prise cette semaine sur notre prochain projet au Cellier, où on tend de plus en plus vers du scan 3D. Donc là, en fait, on a fait l'implantation de toutes les lisses. On est sur on est sur un existant, pareil sur plusieurs niveaux, avec des géométries qui appartient au bâti ancien. Du coup, on est venu poser toute une liste basse et on est venu les relever avec ce genre de scanner qui, derrière, ça nous évite pas mal de temps de passer sur le chantier et moins d'angoisse aussi. Voilà, merci à vous.